ici au salon WeTech Côte d'Opale, deuxième édition en direct du Palais des Congrès du Touquet. Le WeTech organisé par la CA2BM, la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois. Ici, autour de ce plateau, pour parler formation, Gladys Lejal, vous allez nous parler, Gladys, du e-campus et plus précisément de l'ikigai. Ah, ça nous dit quelque chose, vous allez nous éclairer dans un instant. À vos côtés, Rémi Dubois, vous nous parlerez de l'effort. Et quand je dis effort, c'est A-I-F-O-R, Rémi. Et puis enfin, Pierre-Alain Lallemand, on va mettre le cap sur le rêve. J'aime bien Cap Rêve, vous nous direz tout d'ici quelques instants. Et vous nous ferez voyager. Voilà. Le micro, vous n'oubliez pas de le mettre bien sur le menton, Gladys. On commence par vous. Et je disais l'ikigai, la table ronde, notre thématique, ça concerne l'innovation, la formation. Parlez-nous déjà de votre fonction. Comment vous êtes arrivé là? Et parlez-nous de cette plateforme. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Gladys Lejal. Donc, je suis responsable du projet e-campus HRT France. Voilà. C'est quoi votre métier, Gladys, à vous? Donc, je suis chef de projet, en fait. Et je travaille au sein de l'équipe du campus des métiers et des qualifications tourisme et innovation qui est basé au Touquet. Voilà. Et le but du campus, donc, c'est de promouvoir la filière hôtellerie, restauration, tourisme, mais aussi de promouvoir la dynamique d'innovation dans le secteur et en fait tout simplement donner envie aux jeunes de rejoindre ces beaux métiers justement de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Qui ont pas mal souffert, hein? Oui, pas mal de pénuries de recrutement, il y a des gros enjeux d'attractivité, donner envie, donner du sens. Et d'ailleurs, c'est la définition même d'ikigai. C'est un peu tout ce qui est lié à la raison d'être aussi. Vous pouvez savoir. Voilà, la raison qui nous donne envie de nous lever aussi tous les matins, tout simplement. Et alors, c'est quoi ce projet? Comment a-t-il vu le jour? C'est innovant? En quoi c'est innovant? Oui, tout à fait. En fait, il a vu le jour dans le cadre d'un appel à projet, mais aussi dans le cadre de besoins. Enfin, on l'a tous connu, cette période un peu compliquée qui est le Covid. Voilà, c'est un petit peu ces enjeux de continuer en fait à accompagner les apprenants des formations donc en hôtellerie, en restauration et en tourisme. C'est ces enjeux un peu de continuité pédagogique qui nous ont amenés justement à réfléchir et à se dire comment le numérique devient un allié de la formation et permet justement aussi d'être un outil d'attractivité de nos formations et de nos métiers et de donner envie encore une fois aux jeunes de rejoindre ces belles formations et d'intégrer ces métiers. Comment? Eh ben, je vais vous expliquer au travers d'ikigai. Voilà, alors le but d'ikigai, en fait, c'est dans le cadre du projet que nous portons, c'est de développer une plateforme de formation innovante en ligne. Voilà, donc je passe tout de suite les slides. Ouais, ça marche. Voilà, donc on a travaillé sur cette plateforme avec un ensemble d'acteurs, donc le campus basé au Touquet, également le campus qui est basé en région PACA. On est en intercampus, en fait, c'est un projet qui est expérimenté pour le moment en région Hauts-de-France et qui a pour vocation aussi à être, qui est expérimenté aussi en région PACA et qui a pour vocation à se déployer sur le plan national. Voilà, donc on travaille avec un ensemble d'acteurs. L'idée, c'était de combiner différentes expertises pour créer cette plateforme. Voilà, je vous détaille ensuite en quoi ça consiste exactement. Et donc, dans ces expertises, on a par exemple BPI Édition, qui est un éditeur de formation en hôtellerie, restauration, tourisme, et qui apporte son expertise pour justement adapter des contenus de formation qu'on connaît tous dans des manuels scolaires en format digital. Ensuite, on a OSCO, qui est notre partenaire emploi, parce qu'en fait, sur cette plateforme, on aura aussi je détaillerai après, une dynamique sur l'emploi, valoriser le projet professionnel. Et donc ça, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité travailler justement avec OSCO. Et puis Voodoo, qui est notre partenaire plutôt sur la partie communautaire, donc c'est-à-dire comment au travers d'une plateforme, on crée des connexions entre employeurs, entre jeunes en formation ou formés. Et puis Guest Online aussi, qui est notre partenaire plutôt qui est un logiciel en fait de réservation dans la restauration et qui montre aussi en quoi aujourd'hui le numérique est utilisé par les professionnels et comment on peut former autour de ce type d'outils nos jeunes en formation. Voilà, et donc pour vous faire une rapide description, donc c'est une plateforme qui combine 3 espaces Ikigai. Un espace formation où vous allez retrouver un ensemble de modules de formation liés à la filière, qui en fait sont des modules intégrés au référentiel, qui permettent en fait aux enseignants d'utiliser ces modules sur le temps de cours, mais aussi à distance
Voilà, c'est-à-dire que les jeunes suivent ces modules et les enseignants peuvent suivre en fait la progression de leurs élèves. Un espace emploi où les jeunes peuvent charger leur CV en ligne, mais aussi accéder à des emplois, à des offres d'emploi liées à leurs compétences. Et le fameux espace réseau où voilà, on a ces connexions possibles entre jeunes de la voie pro, entre enseignants et avec le réseau aussi professionnel, en sachant donc cette plateforme, c'est une expérimentation sur le territoire PACA Hauts-de-France. On a pour objectif de la déployer. En fait, pour le moment, les enseignants et apprenants y accèdent depuis leur environnement numérique de travail. C'est quoi en ce moment? C'est une version bêta avant qu'elle soit diffusée, oui, c'est ça en fait, tout à fait. En fait, là, on expérimente avec les enseignants. Les enseignants nous donnent leurs besoins en termes de contenu. En fait, l'innovation pédagogique, c'est aussi co-construire et faire une remontée de besoins, colorer un petit peu ces formations autour des enjeux actuels du secteur. Quand on dit enjeux, donc on a par exemple pas mal de contenu aujourd'hui, de besoins de contenu sur tout ce qui est alimentation durable, par exemple, le digital. Voilà, en quoi le digital aussi impacte nos métiers et comment est-ce qu'on forme autour de ça. Voilà, c'est des exemples un petit peu de contenu sur lesquels on travaille. Et puis pour finir, en fait, là, on est vraiment sur 3 publics cibles qui peuvent justement accéder à ces contenus. Les enseignants, comme je vous le disais, qui suivent à distance la progression et qui co-construisent. Les apprenants, qui justement accèdent à ces contenus à distance. Et les professionnels, qui eux aussi peuvent co-construire à nos côtés. Et en même temps, utiliser cette plateforme dans le cadre justement de l'outil recrutement possible, en fait, auquel ils peuvent accéder justement sur cette plateforme Ikigai. Gladys, baissez un petit peu le micro comme ça. Ce qui est amusant, alors je vais reprendre un peu le fil, parce que il y a quelqu'un qui a été identifié qui a eu l'idée de reprendre en fait les fameux cercles de l'ikigai. On rappelle quand même que c'est japonais, le concept de cette raison d'être, et que dans chaque rond, en fait, aller à celui qui va croiser le plus de ronds. Qui a eu cette idée-là de l'appliquer spécifiquement à vos métiers? Et parce que vous avez rempli les ronds avec les parties prenantes, en fait, c'est ça que vous avez fait? Oui, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est entre membres de consortium, entre partenaires qui co-construisent sur ce projet, à la fois sur l'emploi, la formation, l'aspect communautaire, c'est de se dire, l'ikigai, c'est ce qui donne la raison d'être, justement, comment on s'appuie sur les piliers motivationnels de l'apprenant. Et clairement, l'apprenant, c'est s'orienter dans son parcours professionnel, trouver des repères aussi, du sens, et identifier un petit peu aussi dans ce vaste écosystème, justement, les différents acteurs qui peuvent aussi l'accompagner dans son parcours. Et voilà, nous, c'est sur ces piliers motivationnels surtout qu'on s'est appuyé. Et vous avez mis du digital parce que vous avez mis l'aspect planète, environnemental, ce dont le monde a besoin. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment pour le coup un écosystème, tout simplement. On a combiné encore une fois un ensemble d'expertise sur ce projet. Vous l'avez utilisé, vous? Alors, on est en train de... En fait, on l'utilise beaucoup parce qu'on le teste tous les jours, cet outil, avec les enseignants qui nous font leur remontée d'utilisation de modules. Alors, c'est simple, l'innovation pédagogique, pour nous, c'est partir de l'existant. C'est-à-dire, en fait, on est parti d'un ENT, un environnement numérique de travail, un Moodle, disponible sur cette ENT. Et donc, l'enseignant accède à différents modules liés à aux différents référentiels, niveau de formation. Et en parallèle, c'est l'enseignant qui nous fait remonter. C'est vrai qu'effectivement, sur ce référentiel, moi, j'aimerais bien animer, faire mon déroulé pédagogique autour de telle ou telle compétence. Et puis après, on y travaille ensemble et surtout, on y travaille en co-construction aussi avec le réseau professionnel. C'est ça. En quoi ça a changé votre vie alors, pas en tant qu'utilisateur, mais concepteur, ça vous a ouvert le raisonnement ou vous étiez déjà habitué aux outils collaboratifs? Non, c'est vrai que nous, on part du principe que les besoins nous sont remontés aussi. Donc, c'est pour ça que cette plateforme, en fait, elle se construit progressivement aussi au fur et à mesure en fonction des retours qu'on a. Et surtout, il y a les enseignants dans un premier temps, mais il y aura aussi le retour des jeunes parce qu'on s'adresse avant tout aux jeunes de la voie pro. D'ailleurs, Ikigai, derrière, c'est accélère ton projet pro. Donc, c'est vraiment un projet aussi pour l'apprenant, pour lui permettre de répondre à ses besoins de compétences, mais aussi qu'il appréhende au mieux les évolutions de son secteur. C'est justement ce qui va aussi, pourquoi est-ce que c'est un métier qui est constamment en train d'évoluer, en fait. Gladys, il sera sur portable ou pas? Alors, en fait, Ikigai est accessible depuis l'ENT. L'ENT, on l'utilise sur son téléphone ou sur l'ordinateur. Ouais. C'est possible. Et quand est-ce qu'il sera diffusé de la façon la plus large? Alors, pour le moment, c'est
quelques lycées de la région académique Ouais. qui font partie du campus, des D'accord. métiers tourisme innovation, quelques métiers de la région académique PACA, quelques lycées de la région académique PACA qui y accèdent. L'idée, ce serait de déployer courant 2024 en co-construisant toujours avec les lycées professionnels, les lycées hôteliers. Globalement, les lycées où on a des formations en hôtellerie, restauration, tourisme, mais aussi en s'appuyant sur les campus. Parce qu'il existe plusieurs campus en France, Oui. justement, qui représentent une filière. Et là, donc, on est sur l'hôtellerie, restauration, tourisme. Oui, et puis Donc, clairement, on est au Touquet, ouais. qui est une terre quand même riche en enseignement. Pour le coup, le tourisme ici en Hauts-de-France et le fait d'être ici sur ce salon, c'est important, Gladys. Bah oui, parce que du coup, ça permet aussi de s'ouvrir à... En fait, finalement, on se rend compte que dans la tech, quelque part, on a des problématiques un peu transversales et des problématiques, des enjeux, des objectifs, des ambitions. Et puis, c'est super de pouvoir échanger en fait avec tout type d'acteurs justement qui sont dans ces sujets-là de tech et d'innovation, quoi. Et tourisme aussi par la force Ouais. des choses d'un point de vue géographique. Je vous sentais très attentif, Rémi. Ah bah oui. Donc bonjour, Rémi Dubois, directeur du centre de formation EFOR à Étaples. C'est AIFOR. Ouais, alors c'est un sigle, c'est Accueil, Insertion, Formation, Orientation. Donc EFOR est une association qui accompagne les personnes éloignées de l'emploi. Donc on fait de l'insertion professionnelle, de l'accompagnement, de la remise à niveau. On a aussi une partie permis social. Et depuis quelques années, depuis 2017, une branche numérique. Donc on forme au métier de médiation numérique, concepteur designer et développement web. Et force est de constater, comme Gladys le fait avec les membres de son consortium, l'idée c'était de voir aussi comment articuler tous les acteurs de l'insertion professionnelle autour du bénéficiaire. Et donc on a l'enjeu du numérique, l'innovation qui permet d'aller chercher tout ça. Il y a beaucoup de conférences sur le sujet, les métiers de demain, les métiers du numérique, le pourcentage, alors je ne sais plus exactement, mais j'avais lu 50% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Enfin, Oui. voilà, y a des... Et à contrario, il y en aura de nouveaux à inventer. C'est ça. Donc plein de choses à se mettre en place. Et donc nous, en étant dans l'insertion professionnelle, avec des publics de temps en temps un peu éloignés de l'emploi, une autre problématique, c'est tout ce qui est mobilité, distance. C'est vrai que nous, des personnes allaient se former sur Lille, sur Paris, sur Amiens, c'est pas toujours évident. Donc avec ces constats, et pour avoir un parcours intégré complet, l'innovation numérique, on est parti dedans aussi, en suivant les programmes de la région, donc avec la digitalisation des organismes de formation, avec l'accompagnement des dirigeants aussi vers toute cette transition numérique. Et on a mis en place, donc un peu dans le même principe que Gladys et les membres de son consortium, on a créé un consortium là, il y a une petite année, et on a répondu à un appel à projet avec la région également. Donc, la région Hauts-de-France, donc. Région Hauts-de-France. Appel d'offres que vous avez gagné. On fait partie des organismes qui sont lauréats, et donc on est aussi dans ce développement d'une plateforme numérique, une bibliothèque des organismes de formation. L'idée, c'est de vraiment prendre tout le cursus du début à la fin. Et donc la personne rentre, on va mettre en place de l'intelligence artificielle qui va déceler les besoins, le parcours de formation qui va être nécessaire pour arriver à l'objectif, orienter vers les organismes qui sont compétents en la matière. Donc de temps en temps, un programme passera peut-être par plusieurs organismes. Tout ça pour avoir l'obtention d'un titre, l'obtention d'un diplôme, d'un certificat, et rentrer dans ce cadre de la formation. Donc la digitalisation, l'innovation, on y croit beaucoup. Il y a aussi un enjeu de ruralité derrière, parce qu'à l'heure actuelle, les métiers innovants ne sont pas forcément présents dans, entre guillemets, le monde rural. Parce que même si le Touquet est grand, même si la Côte d'Opale est dynamique, on reste un territoire assez rural tout de même. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'offre de formation complète que l'on peut retrouver sur Lille, sur Paris, sur Amiens, sur les grandes métropoles. Et donc avec cette plateforme, l'idée c'est vraiment de pouvoir distribuer la formation, quel que soit l'endroit où on est, et même dans l'absolu dans un petit village avec 2000 habitants, d'avoir un tiers-lieu, de pouvoir aller se connecter là-bas, de suivre des cours à distance avec d'autres personnes qui suivront eux
leur propre cursus de formation. Donc c'est vraiment, en plus du côté distanciel asynchrone, c'est aussi de mettre du distanciel synchrone, c'est-à-dire tous en même temps, avec un vrai enseignant qui sera, lui, à 100 km, mais à suivre plusieurs personnes en même temps. Et tout ça, l'innovation technologique nous le permet, la digitalisation des programmes de formation est de plus en plus en adéquation avec tout ça. Donc on avance petit à petit. Là, cet appel d'offres dont on est lauréat va permettre d'innover, de proposer vraiment cette bibliothèque de la formation et d'intégrer vraiment le parcours du début jusqu'à l'obtention avec tous les acteurs entre deux. Alors évidemment, on n'est pas que visionnaire, hein, c'est pas, beaucoup de structures le font, la digitalisation, et c'est vrai qu'il y a eu un vrai coup de boost, l'après-Covid, comme le disait Gladys, fait que voilà, on avance sur tous ces sujets-là. Les collectivités, les financeurs, d'un point de vue général, avancent sur ces sujets, donc on est quand même bien aidé dans tout ça. Mais c'est vrai que là, on met tout le monde autour de la table, on avance, on se rend compte qu'ensemble, on va plus loin et qu'on peut faire des belles choses tous ensemble. Donc là, c'est vrai que vous voyez, c'est des appels à projets qui se ressemblent et qui en même temps ont des variantes, mais peut-être que passer la phase bêta, on mutualisera peut-être les choses. Enfin, l'innovation fait que tout va à se concorder et tout en restant tous chacun spécialiste dans notre domaine, mais en mettant à disposition des outils qui aident les bénéficiaires dans leur démarche. Et concrètement, elle est opérationnelle quand, cette plateforme ? Alors là, nous, on vient de remporter le 12 octobre, donc c'est vraiment mis en place. On part sur un programme de 3 ans. Donc j'ai envie de dire 2024 va être l'avancée, la mise en place petit à petit. À mon avis, ce sera plutôt 2025, 2026, et après, évidemment, avec l'objectif d'avoir une ouverture la plus large possible. C'est ça, le temps de recenser Les besoins, de mettre en place les outils. Cette fameuse bibliothèque, cette banque de formation, d'organismes de formation, et puis il y aura du distanciel aussi possible. Oui, tout à fait. C'est ce que vous avez dit. L'idée, c'est vraiment de conjuguer le côté distanciel synchrone, distanciel asynchrone, donc vraiment là, les modules à disposition 24 heures sur 24, mais voilà, de mélanger, et aussi du présentiel, parce que l'idée, c'est que l'enseignant puisse éventuellement aller de centre en centre et de rencontrer les élèves, les apprenants partout. Vous prenez le meilleur des deux mondes. C'est ça, c'est de l'hybride. Oui, c'est ça. L'hybridation des savoirs et des connaissances, pour le coup. Tout à fait. Pour en faire profiter le plus grand nombre. C'est ça, et c'est vrai qu'on est dans une époque où les connaissances perdent un peu en valeur. Alors attention, c'est pas loin d'être péjoratif, mais le savoir-être, les soft skills, ce genre de choses, prend le dessus sur les connaissances à proprement parler. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on apprenne à mailler tout ça dans le monde de demain de la formation. Et en tout cas, on prend une bonne direction. Et c'est vrai que même si on regarde d'un point de vue un peu plus large, hein, le monde de l'insertion professionnelle est en train d'évoluer. Il y a l'arrivée de France Travail qui arrive là à grands pas. La volonté de France Travail, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table, de tisser du partenariat, de mettre une dynamique territoriale en place à chaque fois, tout en ouvrant. Donc voilà, on essaie de s'insérer dans toute cette démarche. Et un mot quand même sur votre structure, la structure qui porte cette plateforme. Alors on est un consortium, hein, donc il y a plusieurs structures. Nous on est une des structures qui fait partie du consortium, un peu comme Gladys avec son appel d'offres. D'ailleurs c'est le même budget d'État en fait, hein, qui est alloué. C'est juste que on l'a pas obtenu de la même façon, mais c'est aussi la même démarche. Et donc on est plusieurs structures. Là on est 9 structures de tous les Hauts-de-France. Donc il y a Damien de Lille, nous à Étaples, mais voilà, il y a plein de démarches. L'idée, c'est vraiment de viser et des compétences différentes, des formations différentes, mais surtout d'aller chercher les territoires qui en ont besoin. Donc la démarche aussi, c'est de mettre en place, via les tiers-lieux, qui ont été financés par la région depuis quelques années, une démarche incitative et positive dans la formation. Voilà, alors là, on parle de la Côte d'Opale. Est-ce que ça a vertu à... Ah oui. Là déjà, de toute façon, nous, l'appel à projet, la mise en place, c'est sur les Hauts-de-France, complet. Et évidemment, comme Gladys, on est déjà, nous, en lien, alors pas avec le PACA, mais avec l'Île-de-France, pour développer et mettre en place des synergies.
faire rayonner Tout à fait. cette plateforme vertueuse. Merci beaucoup Rémi Dubois pour Merci. effort. Pierre-Alain Lamant, Caprève, on en parlait. Peut-être un mot sur ce que vous avez entendu On est en fait sur les mêmes problématiques et on est également sur les mêmes envies de développer et de répondre aux enjeux territoriaux qui sont forts, qui sont portés par les politiques fortes et par aussi des annonces de réindustrialisation fortes sur nos territoires auxquelles nous devons tous répondre collectivement. Donc, alors moi je suis effectivement Pierre-Alain Lamant, je suis actuellement directeur adjoint d'un groupement d'intérêt public, celui de l'Académie de Lille, c'est un opérateur de l'État, un groupement d'intérêt public, sur la formation professionnelle initiale et continue, insertion professionnelle, et donc on a deux grands volets chez nous. On est porteur de tout ce qui est formation professionnelle hors statut scolaire. C'est-à-dire que moi, j'ai en charge le CFA académique, l'apprentissage, très clairement. Donc, c'est à peu près 7500 apprentis répartis dans 142 établissements sur 735 formations différentes sur tous les domaines d'activité. L'hôtellerie, la restauration, la mécanique, les métiers d'art, la parapharmacie, les métiers de la santé. Voilà, donc c'est énormément de sujets. On porte également tout ce qui est validation des acquis de l'expérience, bilan mobilité, bilan compétences. Donc voilà, ça c'est pour les services aux personnes. Et puis l'autre grand volet du GIP, du groupement d'intérêt public, c'est de porter les dispositifs pour le compte de l'Académie de Lille ou de la région académique. Et à ce titre, on porte de nombreux dispositifs, des dispositifs de décrochage, de lutte contre le décrochage, les dispositifs Erasmus+, par exemple, c'est nous qui portons financièrement et administrativement. Nous portons également tout ce qui est école ouverte, etc. Et on a aussi ce volet d'aller porter les dispositifs spécifiques de l'Académie de Lille sur des projets d'envergure que sont les projets financés par France 2030. On en porte 8 à ce jour, liés à la cybersécurité, à la maintenance des véhicules électriques à batterie, à l'électromobilité, à beaucoup de thématiques, au nucléaire. On a un projet aussi avec le groupe EDF et les filiales sur l'arrivée des 2 réacteurs supplémentaires. Donc voilà. Et puis, on a eu ce projet, Caprève. Alors, le projet Caprève, c'est le rêve fou d'un directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, d'un chef de travaux, d'un petit lycée d'Étaples, du lycée professionnel Jules Verne d'Étaples. C'est Fabrice Aignon. Ici sur la Côte d'Opale. Hein. Tout à fait, Ouais. tout à fait. C'est né là à 3 km du Touquet. Et ce monsieur est venu me voir et il m'a dit, j'ai un rêve. Je voudrais développer de la réalité virtuelle pour dynamiser mes cours, en tout cas les cours de mes professeurs, dynamiser les outils de mes professeurs dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Donc il est venu avec un projet un peu construit, un peu consolidé, où on avait déjà pas mal de partenaires, puisque on avait déjà Hachette qui était présent dans les partenaires, on avait Schneider, on avait pas mal de partenaires. Et puis on s'est constitué en consortium, toujours pareil, hein, on a un objet commun, des intérêts communs, on se fédère, on crée un consortium et on dit ce que chacun peut ramener. On est allé se présenter aussi à des appels à manifestation d'intérêt ou à des défis numériques. Et nous n'avons pas été lauréats. Et donc, gros problème, qui va financer ? Au final, j'ai dit, moi je crois beaucoup à ce produit. Je crois beaucoup. Qui n'existait pas, Qui on est n'existe clair. Ouais. absolument pas. Ouais. En tout cas, pas dans cette dimension-là. Et j'ai dit, c'est tout, je finance. Donc, les membres du consortium ont fait de l'apport en biens matériels et immatériels. Et moi, donc, je supporte toute la partie financière du projet. Donc, ce projet, on l'a défini en 3 étapes, mais les étapes vont se poursuivre. La première étape, c'était de définir un environnement de réalité virtuelle sur lequel on pouvait rassembler tous les métiers liés au bâtiment et aux travaux publics. Donc on a matérialisé un environnement virtuel à partir d'une friche industrielle qu'on va retaper de façon virtuelle. On a implanté donc des chantiers
Et ces chantiers, on va pouvoir implanter différents modules liés aux différents métiers qui sont liés à ces deux grands domaines que sont le bâtiment et les travaux publics. Donc ça a été le premier gros travail de définir un environnement complet de réalité virtuelle qu'on peut visiter avec un casque de réalité virtuelle, mais c'est quelque chose qui fait plusieurs hectares à visiter. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver le bâtiment, enfin l'inventer peut-être. Tout a été construit. Quelque chose qui existait déjà. On est parti sur des choses qui étaient déjà développées par certains de nos enseignants et on l'a multiplié, on l'a agrandi et on a vraiment travaillé la réalité pour être vraiment plongé dans un monde virtuel mais très très proche de la réalité. Le stand est sur le salon, vous pourrez bien évidemment aller le voir puisqu'on a ramené le casque pour pouvoir s'y balader. Donc ça c'était la première phase, première étape. Donc, plusieurs façons de travailler, soit on externalisait complètement, soit on faisait appel à des gens qui, de toute façon, seraient utilisateurs à un moment donné de cet environnement et de ces outils. Donc, j'ai sollicité des collègues enseignants qui ont répondu favorablement. J'ai sollicité une collègue inspectrice, Madame Micage, qui a dit écoute, moi, il n'y a pas de problème, je suis partante. Je vais travailler avec mes équipes et on va te faire tout le dossier pédagogique, on va te faire toute l'apport de l'expertise métier. On est allé chercher par contre les compétences métiers sur le développement de la réalité virtuelle, sur le développement de modules spécifiques au métier. Et donc la deuxième phase, ça a été de travailler, c'est en cours de production. On est sur une version bêta avec quelques modules qu'on a mis en place sur le forum ici, où on travaille sur la partie sécuritaire. Sur un chantier, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir ses EPI, ses équipements de protection individuelle. Il faut respecter des déplacements, des circulations. Il faut faire attention à l'environnement qu'on a autour de soi, au bruit, etc. On a tout refait. Et donc, le jeune va se retrouver dans cette première étape de sécurisation de son évolution au sein du chantier. Et puis après, on a tout ce qui est partie habilitation électrique qu'on est en train de développer, tout ce qui est partie R408, le travail en hauteur. Voilà, ce sont des modules liés à la sécurité. Les différents aspects qu'on peut trouver sur un chantier en réalité, en fait. Vous les avez amenés grâce à la techno, vous avez emmené l'apprenant au cœur d'un chantier qui rencontrera peut-être bientôt. En fait. Oui, alors on est bien là sur un outil supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a des plateaux techniques, on peut les emmener sur un chantier. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut les mettre dans des situations qu'on ne pourrait pas avoir sur nos ateliers. Un exemple, on monte un échafaudage à l'atelier, on le démonte, on le sécurise, voilà, tout va bien. On monte un échafaudage en réalité virtuelle sur un sol qui n'est pas plan, avec des conditions climatiques de vent, avec des conditions climatiques de pluie. On les plonge dans cette réalité où on les met dans des situations qu'ils n'auront jamais eu l'occasion de voir avant d'y être confrontés dans le monde de l'entreprise. Et donc c'est ça l'intérêt, c'est d'apporter le plus qu'on ne peut pas mettre en place sur nos plateaux techniques habituels. Voilà, donc ça c'est sur la réalité, donc sur la R408, le travail en hauteur, et donc c'est pareil, sécuriser un chantier. C'est-à-dire que s'il est mal sécurisé, on fait passer un camion qui rafle l'échelle ou l'échafaudage et le jeune voit que son truc tombe. Voilà. Et donc ça c'est vraiment le domaine sécuritaire. Donc on est en train de travailler sur ces modules-là. C'est la phase 2. La troisième phase, ce sera le travail sur... Parce qu'on a parmi nos partenaires la Chartreuse de Neuville, oui. Et ils nous ont sollicité sur des modules liés à des techniques de restauration en pisé, en torchis, etc. Et donc on s'est dit, on va travailler également sur la répétition des gestes, parce qu'on sait bien que c'est la répétition du geste qui fera la qualité du maçon. Et donc, pour que ce soit ludique, parce qu'on a toujours aussi cet état d'esprit de rendre les choses un peu ludiques en réalité virtuelle, c'est de scorer et donc de fixer des objectifs. Et donc le gamin, ou le jeune, ou le moins jeune... Il joue, c'est la gamification. Voilà, tout à fait, c'est la gamification. Ouais. Et donc son but, ça va être de répéter le mouvement jusqu'à obtenir 80-90% de réussite. Et chose qu'on ne fera jamais dans la réalité classique, parce qu'il y a un moment où c'est lassant. Mais là, comme il y a le jeu, on y arrive. Et c'est vrai que les jeunes et les moins jeunes se prennent à ça. Et du coup, il y a plusieurs niveaux. Enfin bon, c'est un serious game, on va dire. Ça. Voilà. Et donc, il y a plusieurs niveaux, effectivement. Il y a le niveau débutant, niveau moyen, niveau expert, etc. Et on est allé jusqu'à modéliser des badges de compétences
Et donc après, ils sortent avec. Alors ça, c'est des vrais badges. C'est pas des badges de compétences, mais donc on a aussi un travail avec Trésorium que vous aurez demain sur le plateau, de créer une école des badges et de travailler sur des badges de compétences avec les grands partenaires qui sont dans ce projet, mais dans d'autres projets, pour qu'ils puissent endosser les badges de compétences et que lorsqu'ils ont une recherche d'un CV à faire, ils aillent sur des CV numériques et qu'ils fassent la liste des compétences dont ils ont besoin et qu'ils aient l'extraction des personnes directement. Voilà, on va très très loin. Le dernier volet, c'est le Pôle emploi, donc France Travail, qui est très intéressé par ces technologies, puisque eux, ils sont encore sur des versions beaucoup plus classiques. Et c'est vrai que quand on doit attirer des gens vers ces métiers, rien de tel que de les mettre en situation dans la réalité, mettre quelqu'un sur une couverture, quelqu'un qui veut faire couvreur sur une couverture à plat au sol, la personne peut trop bien s'en sortir et ne pas s'en sortir quand il est en hauteur. Et ça permet de le projeter en hauteur. Donc voilà. Donc on intéresse également. Il y a des tas d'applications. Il y a des tas d'applications. Alors, on a cet objectif de développer ça, de le mettre à disposition. Alors nous, on travaille en région académique, comme tout le monde, mais d'aller également un petit peu plus loin, puisque moi, mon objectif, c'est de le mettre à disposition de l'ensemble, d'abord des établissements scolaires de France, puis après des organismes de formation, ça peut résonner, pour que ça puisse effectivement résonner partout. Et être appliqué. Voilà, 3 exemples complètement différents de la techno peut changer vraiment le mode d'apprentissage. Alors, ça change le mode d'apprentissage, c'est-à-dire que plutôt que de subir... subir, c'est peut-être pas le... Pour certains enseignants, certains formateurs, ça peut être effectivement subir le téléphone qui sonne, etc. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait... Alors, j'ai été chef d'établissement pendant 20 ans. Donc, j'ai toujours dit que je n'interdisais pas l'usage du téléphone dans l'établissement, mais je voulais qu'il soit fait de façon raisonnée, qu'on allait apprendre à l'utiliser. On va apprendre à utiliser la réalité virtuelle, on va apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Ça ne sert à rien d'aller contre. De toute façon, ça va être présent dans nos sociétés du futur et on l'a déjà actuellement. Donc il faut l'apprendre. C'est les usages. C'est comme d'habitude. Il faut maîtriser et avoir un usage raisonné. On est là pour ça. Alors, la technologie, on le voit, vous 3, a changé complètement la manière d'apprendre, d'appréhender les choses. Comment vous voyez l'évolution? Vous en êtes où d'ailleurs dans le projet de Caprev? Alors, on est sur la phase 2, on est en train de développer les modules, c'est-à-dire que la réalité virtuelle, l'environnement existe. Maintenant, on est en train de développer au fur et à mesure les modules. Il y a déjà le chantier, vous visitez les différents... Vous pouvez déjà faire toute la partie sécurité pour pouvoir accéder au chantier. Ouais, okay. Donc voilà, ça existe. On a travaillé sur la R408, donc ça, le module existe, on va l'implanter. R408, c'est quoi? Donc c'est le travail en hauteur. Voilà, travail en hauteur. Et donc au fur et à mesure, l'objectif c'est au mois de mars-avril d'avoir les 6 premiers modules sécurité opérationnels pour qu'on puisse le déployer au niveau des établissements. Et puis derrière, de travailler sur les gestes métiers. Alors on avait prévu initialement de développer une 12aine de modules. Et puis au fur et à mesure des demandes, et que forcément on va créer le besoin, on va répondre aux besoins et on abondera. Rémi, je fais la liaison. Ouais. Clairement, vous pouvez envoyer des gens c'est ça. En fait, en 3D. Hein. C'est ce qui est un peu magique avec le numérique, avec l'innovation. C'est que je pense que si on m'avait demandé il y a 2 ans, ou un peu plus, mais si j'allais intervenir dans un sujet avec quelqu'un qui est en charge plutôt du bâtiment, sécurité, et quelqu'un qui fait de la restauration, hôtellerie, j'aurais dit il n'y a pas de raison. En fait, là, on est un sujet qui est commun. Et c'est vrai que ça crée des synergies où là, au final, on s'adapte à l'évolution, aux besoins des utilisateurs, et on crée des passerelles qui, pour moi, ont un sens très important, puisque là, du coup, dans l'insertion professionnelle, du coup, on a tout un intérêt commun. Il y a les métiers en tension. Alors, on parle du bâtiment, on parle de la restauration, mais au final, effectivement, il y a les demandeurs d'emploi. Donc, comment on intercale Pôle emploi là-dedans, France Travail. Et c'est vrai que tous ces outils, s'ils sont accaparés par tous, vont devenir un vrai levier de développement au bénéfice de nos usagers. Et c'est vrai que voilà, c'est une belle synergie qui se met en place grâce au numérique. Gladys, sur ce que vous avez entendu? Oui, je pense qu'effectivement, on tend de plus en plus à aller vers de l'immersion. Voilà, donc là, c'est vrai que pour le moment, nous, pour ce qui concerne Ikigai, on est sur des contenus plutôt e-learning.
mais des contenus qui à chaque fois font l'objet d'une mise en situation professionnelle, d'une contextualisation. Et effectivement, on est en train de réfléchir là à faire évoluer ça vers justement de l'immersive learning. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir échanger sur les différentes problématiques et surtout, on ne peut pas vraiment développer ce type de contenu si on n'a pas les lieux dédiés à la diffusion de ces contenus. Et pour le coup, on parlait des tiers-lieux tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée aussi que de s'appuyer aussi sur ces lieux de diffusion pour, encore une fois, donner envie aux jeunes, découvrir aussi des métiers grâce à l'immersive learning, mais aussi se former vraiment à l'acquisition de compétences et de savoir-faire, que ce soit les gestes professionnels qui sont importants dans nos métiers, et la posture vraiment de manager aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer un de vos apprenants qui, par Ikigai, va aller faire à manger dans la grande salle qui est en rénovation chez vous. Et vous ne faites pas si bien dire parce que alors je dis chez Gladys, mais c'est pas chez elle, mais il y a un campus connecté dans les locaux. Donc un endroit où des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, peuvent aller se former en suivant une formation qui est entre guillemets digitalisée à Paris. Et on imagine demain des lieux où on va pouvoir se former avec des casques de réalité virtuelle. Voilà. La fameuse hybridation de l'expérience des métaverses professionnels et thématiques. Tout à fait. Alors, moi, j'ajouterais qu'il y a aussi le côté déconstruction de représentations qu'on peut avoir sur certains métiers qui sont en train d'évoluer de façon assez spectaculaire. Si on parle, alors je sors du sujet qu'après parce que j'ai un gros sujet qui est la maintenance industrielle. On sait que c'est un gros problème sur le territoire. On manque de maintenanciers industriels. Avec l'arrivée des gigafactories, c'est une grosse problématique. Moi, je gère le projet Electromob pour les 3 gigafactories. Je connais les besoins. Et il va falloir qu'on aille convaincre des jeunes de venir. Il va falloir convaincre les parents de ces jeunes qui ont des idées par rapport aux industries du passé qui les ont conduits pour beaucoup au chômage. Et donc, il faut déconstruire tout ça. Et il faut réussir aussi à projeter dans des environnements qu'on ne connaît pas. Qui connaît l'environnement d'une gigafactory actuellement ? Personne, puisqu'on n'en a pas en France, on n'en a pas en Europe. La seule qui existe, elle est sur Berlin, on n'arrive pas à y entrer, c'est celle de Tesla. Et donc, on ne sait pas ce que c'est qu'une gigafactory. Si on veut que les gens se projettent et se rendent compte et attirer dans l'industrie un public plutôt féminin qui correspond tout à fait aux besoins des entreprises, il faut qu'on puisse les immerger dans des réalités virtuelles. Voilà. Et le dernier volet, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui ont une idée d'un métier, qui se forment à ce métier, qui, une fois sur le poste, changent d'idée et part vers un autre métier parce que c'est pas ce qu'il avait imaginé. On a les chiffres. Moi, j'ai les chiffres en tête. 50% de ceux qui auront un diplôme avec un statut scolaire n'iront pas bosser dans la branche. Et 50% des 50%, au bout de 2-3 ans, ne seront plus dans la branche. C'est-à-dire que pour avoir quelqu'un fidélisé dans un métier, il faut qu'on en forme 4. C'est un coût pour la société. Il faut qu'on arrive aussi à être un peu plus efficace de ce côté-là. On a un problème d'orientation, on y travaille également. Gladys, un mot de la fin, Rémi aussi, avant de clôturer ce... Moi, je rejoins la définition, mais c'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure avec les connaissances, le savoir-être, savoir-faire. Et c'est vrai qu'on le voit bien, les générations qui sortent d'études auront plusieurs métiers. Et c'est là où je pense qu'on est aussi à un tournant. Là. Donc, on parle de numérique, on parle de digitalisation, d'innovation, mais il va falloir aussi qu'on revoie quasiment en profondeur la formation, alors post-bac, mais aussi avant, sur le fait d'apprendre des savoir-être, savoir-faire, plutôt que de la connaissance, parce que de toute façon, on met beaucoup dans le cursus actuel de moyens sur la connaissance, sauf que la connaissance, elle est volatile. Et en plus, elle évolue constamment. Oui, elle bouge tout le temps, ça va très très vite. Donc, ça va de plus donc voilà. Donc il faut qu'on revoie un peu ce modèle. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, les parcours de formation, les compétences, l'agilité va être un véritable enjeu des années à venir. Et c'est vrai que le numérique et la digitalisation va pouvoir être une vraie plus-value innovante dans ce domaine. Oui, tout à fait. Je pense que quand on travaille en fait sur ce type de projet un peu dédié à l'innovation pédagogique,
Du coup, il faut qu'on ait la capacité d'être avant-gardiste déjà, mais surtout de pouvoir travailler aussi avec les bonnes personnes, de mobiliser en fait les bonnes expertises pour répondre aux bons besoins. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident, mais je pense qu'il faut aussi qu'on ait cette capacité d'avoir une veille un petit peu permanente justement sur tous ces sujets un petit peu d'actualité, sur l'innovation, sur le numérique, qui a vraiment pour le coup une vraie valeur ajoutée pour nos métiers, d'ailleurs toutes filières confondues. Pierre-Alain Lamant, mot de conclusion. Moi, je pense qu'on est tous convaincus. On est là, c'est pas pour rien. Oui, WeTech. Voilà. c'est quand même Maintenant, il faut que effectivement sur le terrain ça bouge et on y travaille également, faire évoluer, faire bien comprendre que les outils qu'on est en train de développer sont des outils supplémentaires. La formation à travers la réalité virtuelle n'empêche qu'il faut quand même une formation beaucoup plus classique à côté. Ce sont des outils supplémentaires qui devraient normalement permettre d'être plus efficace, plus efficient dans la formation. C'est l'avenir de toute façon et il faut qu'on soit présent. On est là et on ira jusqu'au bout. Merci beaucoup Pierre-Alain Lamant pour Caprève, bientôt l'immersion en 3D pour rentrer au cœur des chantiers. Merci beaucoup Gladys Lejal pour l'Ikigai. Vous étiez ici au nom du e-campus. Merci Rémi Dubois pour Effort, la future plateforme pour décloisonner et être transverse et égayer et surtout donner un avenir pour ceux qui en sont éloignés. Rémi, hein, c'est bien ça. Merci à vous trois et merci WeTech, puisque c'est vrai que... Alors voilà, merci à WeTech, effectivement, l'événement organisé par la CA2B, la communauté d'agglomération des deux baies en Montreuil. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette seconde édition de WeTech en direct du Palais des Congrès du Touquet et rendez-vous sur les réseaux sociaux pour d'autres entretiens.
Voilà, parfait. Transformation digitale des entreprises. Beau sujet. Pardon? Bah non, avant Julien de Funès quand même. Vous venez ce soir, on vous invite. Hein. Vous êtes là ce soir? Bah, ça va vous intéresser, Tiffany. Je pense. Deslog ODC, Deslog ODC. Deslog est un client d'ODC. Voilà. Et on a préféré prendre moins de temps de parole, laisser parler un client. Qu'est-ce que c'est Et formidable. c'est beau ça. D'ailleurs, on va commencer.